et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver comme à chaque samedi. Aujourd'hui spécialement, on va faire un petit retour sur la vidéo que j'ai faite d'Aurore. Je vous explique un peu le contexte. Il y a environ un an, j'ai fait une vidéo sur Aurore Gagnon, l'enfant martyr du Québec. Elle a fait des milliers de vues et il y a quelqu'un qui m'a répondu par commentaire et par la suite, on est devenus des amis. Et on a commencé à parler ensemble, faire des FaceTime sur Facebook. Elle m'en a appris davantage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale Aurore, la vérité. Alors, voici cette amie qui s'appelle Karianne Picard. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans cette histoire. On va commencer par la présenter. Qui est Karianne Picard? Alors, dis-moi, t'es qui, toi? La maison d'Aurore est toujours sur pied à Portiville et elle est habitée. Et je voulais qu'on la nomme bâtiment historique, mais malheureusement, le village ne voulait pas, étant donné que c'est des descendants d'Adjuteur Gagnon, dont on reviendra par la suite, qui y habitent et qui ont refusé. Et on ne pouvait pas nommer juste le grenier. Donc, finalement, ils ont décidé de nommer l'enfant et ils m'ont donné tout le crédit. Donc, ça s'est passé 2-3 ans avant le centième d'Aurore. Ça fait 15 ans déjà que je suis sur le dossier. Et même si ça fait 15 ans que je suis là-dessus, j'en apprends tous les jours, effectivement. OK, donc, pour résumer, c'est grâce à toi que Aurore Gagnon est devenue un des personnages historiques du Québec. Exact. En quelle année qu'elle est devenue? Je crois en 2015-2016. Ah, ok, parfait. Et dans la vidéo que j'avais faite d'Aurore, il y a des erreurs, il y a des vérités que la société, donc que la population québécoise croit savoir, qui n'est pas nécessairement les bonnes. Et j'ai voulu faire une petite rectification de tout ça, parce qu'en effet, même en faisant des recherches YouTube pendant très longtemps, on en apprend toujours. Et ce qui est important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de justement mettre certaines vérités en lumière sur le cas d'Aurore Gagnon, sur ce qui est circulé à travers des documents, à travers le film ou les films également, parce qu'on sait qu'il y en a eu 2 films sur Aurore Gagnon. Dit que dans la vidéo, il s'était remarié avec Marianne Hood, quelques jours après le décès de Marianne Caron. Une semaine pile. Ouais, une semaine pile, mais j'avais aussi dit que c'était qu'il avait pris l'habitude d'être père célibataire et qu'il s'était remarié super vite parce qu'il était tombé en amour avec, puis que Marianne Caron, il avait commencé à s'en foutre un peu. En fait, à cause des mœurs du temps, okay. C'est vraiment le curé qui a fait. Tu n'as plus de femmes dans la maison, étant donné que dans ce temps-là, c'est l'église qui était qui dirigeait, ultramondaine, qui dirigeait tout, incluant ce qui se passait dans les familles et dans les maisons. Et il ne voulait pas que Télésphore reste comme ça. Fait qu'étant donné que Marianne Hood était déjà dans la maison depuis 2 ans, il s'est juste dit vous allez vous remarier, vous allez devenir un vrai couple. Donc, il fallait absolument qu'il y ait une femme au foyer pour subvenir, non pas pour s'occuper des enfants. De la ferme, du bois, puis de la maison et des enfants. OK. Parce qu'à cette époque-là, je sais pas en France, je sais pas comment ça se passait en Europe, mais ici au Québec, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente sur les orphelins du Plessis, déjà sortie, eh bien, à cette époque-là, depuis toujours, en fait, le clergé, donc la religion gouvernait les familles, gouvernait la société, gouvernait l'éducation, les hôpitaux et tout ça. J'ai également mentionné qu'il y avait déjà eu des rapprochements entre Télésphore et Marianne Hood pendant que Marianne Caron était à l'hôpital. Et ce qui est quelque chose de faux, bien sûr, parce que elle faisait juste la ménagère, dans le fond, dans la maison, parce que Télésphore faisait ses allers-retours justement à Beauport, à l'asile de Beauport, pour la maladie de Marianne Caron. Donc, puis en plus, il fallait qu'il s'occupe de la ferme. Il n'y a jamais vraiment eu le temps de se rapprocher de Marianne Hood, parce qu'il devait être premièrement trop brûlé quand il devait rentrer le soir à cause de tout ce qu'il y avait, même si justement les enfants étaient là puis tout ça. Donc, il n'y a jamais eu le temps d'avoir aucun rapprochement. Puis, si ça avait été eu le cas,
Marianne Hood aurait déjà été enceinte à l'époque Ouais, même durant la maladie de Marianne Caron, ce qui aurait un peu changé les cartes. Oui, en effet, parce qu'à cette époque-là, ben, la contraception n'existait point. Hein? Et même si elle avait existé, la religion n'aurait pas accepté. Donc voilà. Non, vraiment pas. Non, c'est... Dans la vidéo également, je ne parle pas de la petite Lucina, donc c'est la petite sœur d'Aurore. Oui. J'en parle pas du tout parce que c'est pas un des personnages les plus importants techniquement de l'histoire d'Aurore Gagnon. Mais c'est quand même important de mentionner qu'elle est née le 15 février 1912 et qu'elle est morte le 13 novembre 1917 à Leclercville. On connaît pas la cause, mais parce qu'elle n'a pas été rendue publique tout simplement. Mais pourquoi elle est morte à Leclercville? Ça, c'est quelque chose qu'on sait pas. Peut-être que maintenant, elle a été chipée chez les grands-parents, puis juste parce que c'était comme une des dernières. C'est la dernière fille des Gagnon Caron. Mais elle est morte en 1917, donc durant la maladie de Marianne Caron, peut-être qu'elle l'a envoyée pour pas qu'elle voie rien ou je ne sais trop quoi. Mais puis effectivement, puis on passe très vite à travers Lucina parce qu'elle n'est même pas mentionnée dans le premier film de 1952, mais elle est là à peine 5 minutes sur le film de 2005 de Luc Dionne. Donc c'est vraiment, on dit qu'elle est morte par une patate crue, mais ouais, ben c'est ça, on voit aucune cause de décès, il n'y a pas d'autopsie qui a été faite, il n'y a pas de... on l'a pris comme une mort naturelle, mais est-ce que c'était vraiment une mort naturelle? Ce qu'on devrait se poser comme question aujourd'hui, c'est le cas vraiment de Lucina Gagnon. Ouais. Ouais, parce que dans le film de 2005, on mentionne que on voit un petit 5 secondes Lucina qui est couchée dans son berceau et qui a comme une patate à côté d'elle, alors que finalement, elle est morte à Leclercville, quand même assez loin de Fortierville. Ouais, puis c'est un des villages voisins, mais c'est quand même en 1917. Je parle également très peu de Georges-Étienne dans la vidéo sur Aurore. Tout simplement parce qu'il a été placé, c'est quoi? Il a été placé pendant l'hospitalisation de sa mère? En fait, c'est après l'hospitalisation de sa mère. Quand elle est décédée ou quand elle était à l'hôpital? Quand elle est décédée, okay. Parce que justement, Télésphore avait son deuil à faire, ouais. à placer les finances, etc. Parce qu'on se souvient qu'en 1920, Télésphore possédait 10 000 en biens et en... C'était riche, à cette époque-là, 10 000 c'était énorme. Mais c'est ça, c'est Séverine Gagnon qui l'a pris sous son aile à Sorel-Tracy. Et Séverine, c'est la sœur de Télésphore. C'est la sœur de Télésphore, donc la tante des enfants. Que le curé a justement dit, là, il est temps que les enfants viennent, puis qu'il s'était marié avec Marianne Hood, tout ça, à la fin de l'été. Séverine lui a juste dit... Comme moi, Georges-Étienne, à l'âge qu'il est rendu, comme il s'est installé à Sorel-Tracy, il s'est fait des amis, il va à l'école, nanana, donc t'as pas besoin de le reprendre, moi je vais le garder, je vais l'adopter. Donc, mais ça restait un gagnant, fait c'était quand même dans la même famille. Ouais. Donc, il a été adopté, puis donc il est resté à Sorel-Tracy et il est décédé peu de temps avant il est peut-être mort 2-3 mois avant le film de 2005, là, avant la sortie du film en 2005. Donc, ça fait déjà presque 17 ans qu'il est mort, mais c'est vraiment le dernier des gagnants qui est décédé. On mentionne également que les filles, donc on parle de Aurore et de Marie-Jeanne, qui ont été placées après le décès de leur mère, elles ont fini l'hiver chez les grands-parents maternels. Chez les Caron. Ouais, les grands-parents maternels. Puis Arzéry. Ouais, et elles sont revenues au foyer à l'automne 1918. Et c'est à l'automne 1918, je mentionne dans la vidéo que quand elles sont revenues chez Télésphore, donc à leur domicile, Marianne, donc leur nouvelle belle-mère, était déjà enceinte. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce que Pauline est née en 1919. Ouais, elle est née à l'été 1919. Presque un an après, genre. Donc elle aurait comme été enceinte comme un an. Mais ça se peut pas. Oui, non, elle aurait peut-être été enceinte, elle aurait eu une fausse couche, mais même à ça ne... Moi, si on se fie juste à la date de la naissance de Pauline, ça concorde pas, mais même si elle aurait été enceinte à l'arrivée des filles, même à là, il n'y a aucun... ça marche pas. Non, il n'y a rien qui fonctionne. Non, c'est ça, il n'y a aucune fausse couche qui est mentionnée dans les... mais c'est ça, c'est Marianne Hood a malheureusement enterré ça avec elle, on ne saura jamais. Dans la vidéo, j'ai mentionné que les sévices avaient commencé immédiatement lorsque Aurore est arrivée. Et en effet, même dans les films, on mentionne que lorsqu'Aurore remet les pieds au domicile, les sévices commencent tout de suite. On parle de sévices plus verbal qu'autre chose, et au fur et à mesure du temps, ça s'est transformé en sévices physiques, alors que pas du tout. Non, parce que justement, en 1916 et 1918, les filles habitent avec Marianne Hood et Télésphore durant la maladie. Fait que elle a eu le temps d'apprendre à connaître Aurore à ce moment-là. J'ai pas de témoins de descendants qui ont pu me le confirmer, mais moi je suis ma logique, et ma logique est que
Ben voyons donc, c'est sûr que Elle aurait été battue avant qu'elle parte. c'est ça, c'est ça. Elle aurait pu parler après aux grands-parents puis faire en sorte de plus revenir C'est ça, au fait que pendant 2 ans, comme elle apprend qu'on est Aurore, puis Ouais. c'est après ça d'être partie chez les grands-parents. Oh, c'est une Ouais, c'est ça. Il y a aussi une affaire comme ça. Ça, je ne l'ai pas mentionné. Une chose que je n'ai pas mentionnée également dans la vidéo, ce qui est vraiment très important pour la suite de l'histoire, c'est que lorsque Marie-Jeanne et Aurore sont parties vivre chez les grands-parents maternels, Marianne avait déjà commencé à apprendre à connaître Aurore et ben, les enfants. Depuis déjà 2 ans. Et c'est quand Aurore et Marie-Jeanne sont parties que là, Marianne a commencé à Elle a faire... pu tranquillement mais sûrement faire sa campagne de salissage. Fait que quand Aurore est revenue au village, il n'y a plus personne que s'il arrivait quelque chose, il n'y a plus grand monde qui allait la croire. À part peut-être Horace Maillotte parce qu'il est un juge de paix, puis qu'il n'y a pas le choix d'essayer de croire comme tout le monde, puis de se fier à la parole des citoyens. Ouais, ça, on ne mentionne pas en tout dans les films. Non, c'est ça, mais... C'est tous des petits détails comme ça qui peuvent vraiment aider à comprendre l'histoire complète d'Aurore. C'est sûr que dans un film, on peut pas résumer 12 ans de vie en 1h30, 2 heures max, mais ça aurait été quand même une petite affaire à rajouter. Tu sais, j'ai juste rajouté une petite scène de... Ouais. Tu sais, dès qu'elle part chez les... Là, elle va au village, puis on la voit en train de dire « Ouais, Aurore, elle a été conçue dans la luxure. » C'est là, alors c'est une impure, puis nanana, puis là, elle commence sa campagne de salissage. Elle a été conçue dans la boisson et tout le... Mais encore là, ça, c'est une légende urbaine. Est-ce qu'elle a vraiment été conçue dans... Ben là, il y a personne qui va le dire. C'est ça, fait que ça aussi, ça reste un mythe, là, oui. On dit dans le film, ben dans les 2 films, là, bon, on va mélanger les films, là, on dit dans les films que la plupart des villageois étaient au courant de ce que Aurore subissait, alors que dans les documents, c'est juste mentionné que c'est le curé, les 2 voisines à côté de la maison d'Aurore, donc Exilda Lemay et Adjutor Gagnon, ainsi que le juge de paix. Donc, ils sont 4 à vraiment avoir su parce que du fait qu'il était... J'ai fait la connaissance de différents citoyens justement du village, puis plusieurs m'ont dit non, ça ne se peut pas. Ils n'étaient pas tout au courant parce que où est-ce que ils sont par rapport à la route 265 qui mène à Fortiville. Il y a 2 voisins, puis c'est tout. Fait il était très loin de l'église, là, même à pied, il était comme à 15 minutes de marche de l'église. Non, c'est ça. Puis pour que le village soit au courant, il aurait fallu que Aurore a crié Il aurait fallu qu'elle... oui, elle a peut-être crié au meurtre au niveau de certains civistes, mais les premières claques dans le grenier... ça ne veut pas alerter personne. Non, puis en plus de ça, Aurore n'allait plus à l'école quand ça a vraiment commencé. Quand ça a vraiment... Ouais, c'est ça, parce que la grippe espagnole est arrivée en 1918. Ouais. Puis... Donc les écoles ont fermé, donc la totalité des écoles au Québec ont fermé en 1918 à cause de la grippe espagnole. Hey, ça nous rappelle un certain événement qui date de 2020, hein? Ah, je sais pas. Y a-tu une pandémie? On parle de la grippe, on s'est vraiment éloigné du sujet. On parle de la grippe espagnole. Donc, il y a la grippe espagnole qui a fait en sorte que la totalité des écoles au Québec soit fermée. On dit que les sévices ont vraiment commencé pendant ce temps-là et que lorsque les écoles ont réouvert, Aurore n'est pas retournée à l'école. Non. Donc, les villageois ne pouvaient pas être au courant. Non, puis même les élèves de la classe avec qui elle était ne pouvaient pas faire comment ça, là, des bleus ou comment ça, il n'y a personne, même la maîtresse d'école ne pouvait pas savoir. Mais est-ce que tu connais les raisons exactes que Télésport et ou Marianne auraient données à l'école pour que Aurore n'y retourne pas? Non, parce que justement, les documents qui étaient préservés à l'école de rang justement de Marie-Jeanne et d'Aurore, l'école, le village a brûlé comme en 1930. Donc, ils ont tout perdu. Fait que s'il y avait eu une lettre, quelque chose qui avait été préservé à l'époque du décès d'Aurore, elle aurait été conservée, mais comme l'école a brûlé, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Mais tu sais, ce que je trouve quand même étrange là-dedans, c'est que, premièrement, au Québec, les gouvernements ont toujours proclamé l'éducation des enfants. Fait que déjà là, un ou une enfant qui ne va plus à l'école en si bas âge, c'est quand même assez spécial et il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison pour plus y aller. Est-ce que la raison aurait pu être peut-être, dans le fond, Marianne va commencer à donner l'école à la maison? Ça aurait pu être ça. Tant qu'à donner l'école à la maison à Aurore, donner aux 5 enfants, donner aux 5. Mais effectivement, ça aurait pu être une très très bonne idée. Par contre, ce qui n'est pas un mythe, c'est que c'est pas mon enfant, je m'en mêle pas. Ça a toujours été. C'est pourquoi il y a autant d'enfants qui sont morts de maltraitance. C'est que vu que ce n'est pas mon enfant, je ferme ma gueule.
et je laisse vivre les familles comme elles doivent. Donc c'est pour ça que Souvent par peur justement de comme... Parce que souvent, quand des parents maltraitent un enfant, si tu alertes moindrement quelque part, ben t'as peur de te mettre les parents à dos. Puis tu veux pas te mettre les parents à dos parce que c'est le kid qu'il faut protéger. Donc, même encore aujourd'hui, ça, je pense que je l'ai mentionné dans... Soleil. Je l'ai mentionné dans plusieurs vidéos parce que je fais beaucoup de vidéos sur les enfants maltraités. Là. Et même si la plainte ou l'appel que vous allez faire à la DPJ n'est pas vrai ou n'est pas fondé, mieux vaut le faire que de ne rien faire et que plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, ben, on apprend que l'enfant est décédé de maltraitance infantile. Ben, c'est Gertrude Boniszewski avec le cas de... Oui, c'est qui? C'est Sylvia Likens. Ah oui, ok. Indiana, elle habitait pourtant avec était avec la femme là, qui s'occupait d'elle. C'est ça. Puis il y avait comme 5-6 enfants autour. Mais en place que les parents de l'autre bord alertent, ben en place les enfants venaient maltraiter Sylvia Likens dans le sous-sol. Écoute, il y a des enfants qui ont brûlé Sylvia Likens avec la cigarette, puis ils s'en sont donnés à cœur joie, là. Tu sais, donc des affaires comme ça, comme dans le cas de Sylvia Likens, que c'est même les enfants qui se sont mis à la maltraiter. En vidéo, je mentionne également que Auréus Mayotte, donc le juge de paix, est allé plusieurs fois à Québec pour faire quoi? Pour porter plainte? Pour porter plainte pour l'histoire d'Aurore. Aurore est en danger, blablabla, mais... Il est allé une seule fois en février 1920. Mais c'est ça, au fond, il est juste allé une seule fois, puis c'est plate, mais il est arrivé trop tard quand il est allé à Québec. Ben, il est arrivé au moment où est-ce qu'Aurore mourait, c'est ça? Il est allé là le 9 février, puis il pensait avoir le temps de revenir à Fort-Séville pour avoir le temps de prendre les dépositions de tout le monde, puis genre vraiment aller enquêter. Mais quand il est revenu, le 11 était déjà quasiment à l'agonie. Le 11 était encore vivante, était encore consciente, mais c'est vraiment à partir du 12 au matin que là, c'est l'agonie totale. Aïe aïe. Et puis on reviendra plus tard, mais Marianne Hood, même la dernière journée, elle s'en est donnée un cœur joie. Jusqu'au bout, hein? Jusqu'au bout. En vidéo, j'ai aussi mentionné que Marianne Hood avait fait pipi sur les habits de Télésphore pour faire passer ça sur le dos d'Aurore. Mais en fait, c'est arrivé. C'est Aurore qui allait faire pipi dans le pot comme tout enfant normal en 1900. Ben c'est ça, dans le fond, pour mettre dans le contexte, les toilettes de cette époque-là. C'était soit le vase qu'on avait pour à l'intérieur, mais quand il était à l'extérieur ou qu'il faisait des besognes dans le champ ou whatever, c'était la besogne. C'était la bécosse. Donc la petite boîte là. La petite boîte qui devait quand tu avais la tâche de vider la bécosse, là, tu faisais roche, papier, ciseaux pour pas que ce soit trop fun. Tu faisais roche, papier, ciseaux là. Et mais au fond c'est ça. Comme Aurore était la plupart du temps en dedans, surtout dans les débuts, elle faisait pipi dans le pot. Sauf que là pour augmenter le niveau de maltraitance, comme on dirait que Marianne en prenait plaisir. Ben c'est clair. Puis elle prenait, pendant que Télésphore était absent ou au bois ou tout ce que tu voudras à la ferme, pendant que faire pendant qu'il travaillait, puis qu'il se cassait le cul à la tâche. Ben c'est ça. Elle prenait le pipi qui était dans le vase d'Aurore et elle étendait ça dans les habits du dimanche de Télésphore. Et là, quand Télésphore arrivait, regarde ce que ta fille a fait. Et là, lui, là, c'était soit la claque, soit tout dépendant de l'intensité où est-ce qu'on était rendu à ce temps-là, tout dépendant de c'était quand, dans la chronologie de l'histoire. Puis dans les films, justement, on dit que Télésphore était un peu inconscient de ce qui se passait à la maison. Il était un peu... il savait pas trop ce qui se passait. Est-ce que c'est vraiment le cas ou il était clairement au courant de ce que sa nouvelle femme faisait? En fait, Dieu seul le sait, parce qu'il y a... On sait pas, là. On sait pas vraiment, parce que des fois, tu avais l'impression qu'il aimait vraiment Marianne Hood, mais des fois, il était comme « Ah, je vais amener Marianne Caron. Moins de 15 ans plus tard, il réécrit Marianne Hood de la prison pour dire qu'il s'ennuie d'elle. Fait qu'il devait... En fait, il devait être naïvement savoir ce qui se passait, mais comme tous les pères, dans ce temps-là, qui étaient occupés par la ferme, par le bois, s'occuper de ramener de l'argent à la maison, si elle disait, il devait être tellement fatigué en revenant du travail que si elle disait Aurore a fait ci, lui, il était juste écœuré, fait qu'il faisait juste monter puis il attrapait. Alors on va parler du procès, parce que je pense qu'on a fait le tour sur ce que j'ai mentionné en vidéo, bon, jusqu'au procès.
au procès, tu avais parlé d'un certain docteur Albert. Son vrai nom, c'était le docteur Albert Prévost. C'était un psychologue reconnu. Puis, mais je me rappelle plus s'il était de la couronne ou de la défense. Mais Marianne Hood, c'est ça qui était drôle parce que le maître franqueur de la défense pour Marianne Hood a plaidé, qui voulait plaider la non-responsabilité criminelle, la folie, pour l'aliénation mentale, la folie qu'on appelait dans ce temps-là. Il a fallu que les psychologues, que chaque côté se prennent des psychologues, puis ils ont juste eu une fin de semaine pour l'évaluer. C'est ça. Le juge Philippe Alfred Désy, il a dit vous avez la fin de semaine pour l'évaluer et on se revoit lundi matin en cours. Donc évaluer quelqu'un en 2 jours, c'est impossible. Surtout que on sait que pour évaluer quelqu'un, mettons à temps plein, ok, bon si on parle aujourd'hui, là, donc au 21e siècle, ben ça prend minimum 21 jours. Parce que lorsqu'on se fait hospitaliser à l'hôpital, dans l'aile psychiatrique, c'est 21 jours. Donc, diagnostiquer quelqu'un en 2 jours, puis ils ont vraiment eu 2 jours complets ou quelques heures? Ils ont tous eu 2 heures. Ou ils ont eu 2 heures chaque. On ne sait pas. Donc, c'est quelque chose que... Mais c'est ça, il y avait deux psychologues de la défense, puis 2 psychologues de la couronne. Puis là, après ça, il y en a qui disaient que elle avait vraiment de l'aliénation mentale, d'autres disaient que non, puis finalement, je pense que c'est ça qui l'a amené à la pendaison. Parce que s'il n'avait pas plaidé l'aliénation mentale, elle aurait peut-être été capable de s'en sortir. Ouais, ça l'a, tu sais, plaidé ça l'a vraiment comme plus mis dans le marbre que d'autres choses. Ouais, effectivement. Ouais. C'était... Parce que là, elle met le fait qu'elle a assassiné Aura, parce qu'on s'entend que, comme je le mentionne souvent, lorsque tu maltraites un enfant, tout le temps, c'est sûr qu'il va mourir. Donc moi, plaider homicide involontaire, c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est que je comprends pas. Parce que tu le sais que quand tu bats quelqu'un, que tu maltraites quelqu'un, il va finir par mourir. C'est évident, à un moment donné, un jour ou l'autre. Ouais. Et ça là, peut être dans 5-10 ans, mais à un moment donné, il va mourir de ses blessures. Ben oui, évidemment. Puis là, c'est comme si, en faisant ça, elle a mis la faute sur son bébé dans son ventre, du pourquoi elle aurait assassiné. Ouais, parce qu'il y a deux des psychologues, qui ont décidé de mettre ça sur la faute, sur le fait qu'elle était enceinte. Parce que dans le fond, au procès, elle a été officiellement condamnée. À la pendaison. Ouais. C'est 24 ou 48 heures avant qu'ils ont décidé qu'ils allaient commuer la sentence parce qu'ils ont ramené les jurés qui étaient là au procès pour les faire voter pour une personne qui voulait qu'elle soit pendue. Donc, c'est 24 à 48 heures avant que vraiment là, ça a été commué en sentence à vie. L'espoir qu'il y a eu. Lui, ça a dû être quand même assez pénible. Lui, c'est assez bizarre. Tu sais, il a finalement été condamné pour homicide involontaire. Ouais. OK. Parce qu'il a quand même contribué à la maltraitance d'Aurore quand même. Oui. Il était supposé de partir pour 25 ans, même si c'était homicide involontaire. Mais il en a juste fait 5 à Saint-Vincent-de-Paul. Lui, il a pogné un cancer de la gorge quelconque. Mais il pensait qu'il allait mourir. Hein? Ouais, il pensait vraiment que c'était fatal. Fait que là, la cour, il a dit parfait, genre... voyons. Tu peux sortir, là. Ouais, c'est ça, on va te laisser sortir de Laval. Fait qu'il a juste fait 5 ans à Laval, donc c'est pour ceux qui veulent aller voir la prison de Saint-Vincent-de-Paul, elle est toujours debout. Un peu délabrée, un peu pas en très bonne condition, mais si vous désirez vous aventurer, c'est possible. Attends, Saint-Vincent-de-Paul, c'est où? C'est à Laval. À Laval, donc Saint-Vincent-de-Paul à Laval. La prison Saint-Vincent-de-Paul, mais c'est vraiment là que Télésphore était. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il est retourné après sa prison à Fortierville. OK. Il a attendu il a écrit une dernière lettre justement à Marianne Hood, il n'a jamais eu de réponse. Mais étonnamment, elle est morte comme 2-3 ans plus tard, donc en 1936. Mais attends, dans le fond, lui, il a écrit à Marianne. Ouais. Elle n'a jamais répondu. Mais par contre, Marie-Jeanne et Marianne s'écrivaient. Il y a eu 2 lettres. Il y a eu 2. La première, oui, ça c'est un autre fait divers. La première qu'elle... Ça c'est un autre fait divers parce que on pense tous que Marie-Jeanne, dès que le procès était fini, était genre Marianne Hood, genre je te vénère et tout ça. Mais non. Mais pourtant, quand elle était dans les enquêtes préliminaires et qu'elle était en prison en attente de son procès, Marie-Jeanne lui a vraiment envoyé une lettre d'insulte lui disant comme tu as pourri ma vie. Autre lettre après qui est envoyée quelques années en 1929. Ça, c'est la lettre connue de tous. Ouais, la lettre connue. C'est la lettre mielleuse de genre je t'aime, je m'ennuie de vous. J'ai hâte de vous voir. J'ai les sessions de printemps qui s'en viennent. Ouais, ça raconte un peu sa vie, là. Marie-Jeanne, après cette histoire-là, elle a repris un autre nom. Donc, c'est Jeanne Bernadette.
Elle s'est mariée avec Clovis Saint-Martin à l'âge de 24 ans, ce qui est quand même à l'époque très tard pour se marier. Ouais, parce que normalement, ils se marient comme à 17-18 ans. Ouais, c'est ça. Ils commencent déjà la famille. Ouais, faire des enfants et s'installe. tout. Elle a vécu toute sa vie à Shawinigan. Oui. C'est quand même un petit bout de Forteville. Oui. Ben, Quand c'est. Oui, elle est quand même à côté de Trois-Rivières. Mais. C'est une longue ride. Ouais. Puis, c'est ça, elle a changé son nom et tout, mais c'est pour ça que quand que. Ce qui a été le fun pour elle quand elle s'est remariée, c'est que même si c'était quand même tard, après ça, elle perdait son gagnant. Elle devenait une Saint-Martin. Ouais. Jeanne, elle a eu 8 enfants. Elle a eu 8 enfants. Et pour les fanatiques d'Aurore Gagnon, non, on ne peut pas trouver la pierre tombale de Marianne Hood. Parce que justement, à l'époque de son décès, on était en 1936, il y avait la pièce de théâtre qui roulait depuis déjà longtemps. Okay. Puis elle a roulé pendant quasiment 30 ans, cette pièce-là, jusqu'à temps que le film rentre. Le premier film rentre en 1952. Fait que c'était dur pour eux de mettre une pierre tombale. Ouais, parce qu'elle aurait sûrement été détruite. Parce qu'elle aurait eu bien du vandalisme, puis les marguillis, ils auraient fait. Ok, attends, là, pour les Français là, ou les Européens qui écoutent, là, eux autres ne savent pas c'est quoi Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, c'est un gros. C'est un gros cimetière à Montréal. Cimetière à Montréal. C'est un cimetière autant extérieur qu'intérieur. Et c'est drôle que. Parce que, dans le fond, quand tu m'as dit ça, ça m'a tout de suite sauté parce que ma grand-mère, elle est là. Au repos Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, ouais, elle est justement là. Et elle est en dedans. Est-ce que Marie-Jeanne est en dedans? Marianne Hood, du fait qu'elle n'a pas été réclamée par ses deux garçons. Elle doit être dans une fausse commune. Elle doit être justement, oui, dans une fausse commune où il y a des étages là, de tombes. Là, donc, elle doit être à quelque part au 4e sous-sol. OK. Genre dans la terre. Parce que quand nous, on est allés, on a mis ma grand-mère dans son condo. Puis après ça, nous, on a fait le tour, parce que c'est quand même beau, là, c'est magnifique à voir. Puis on a vu beaucoup justement de fausses communes. Puis la plupart du temps, dans les fausses communes, c'est ça, les gens qui sont pas réclamés ou encore des bébés. Ouais. Parce que les bébés, à une certaine époque, c'était très rare qu'ils étaient enterrés. Parce que souvent, il n'y avait pas de nom. Donc les parents n'avaient pas choisi de nom ou ne préféraient ne pas donner de nom. Et là, à ce moment-là, ben, ils ne réclamaient pas l'enfant et tout de suite, ils étaient envoyés. Ouais, c'est ça. Donc, elle doit être à quelque part au 4e sous-sol, dans la terre, quelque part. Mais on va parler de la question qui est sur toutes les lèvres depuis le décès d'Aurore, finalement. C'est pourquoi Marianne Hood a assassiné Aurore. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une tueuse en série. Il faut faire une très grande différence entre une ou un tueur en série et les tueurs d'opportunité. Les tueurs en série, normalement, ils vont assassiner minimum 3 personnes et ils ne connaîtront pas leurs victimes. C'est justement pour ça qu'on appelle les tueurs en série, c'est qu'eux, ils partent à la chasse. Et la plupart du temps, ils n'assassinent pas nécessairement pour la richesse. Ça va souvent être plus sexuel. Et moi, je pense vraiment que Marianne Hood était vraiment une tueuse d'opportunité. Et à cause de la richesse de Télésphore Gagnon, parce qu'en 1920, quand ils ont fini le procès, ils ont découvert qu'il y avait pour 10 000 $ en biens et en maisons et en immobilier. Donc, mais c'était un des plus riches du village. Ouais, c'est ça. C'est pas pour rien que les gens, justement, comme dans le film, disaient, le monde y empruntait de l'argent. Ouais. Puis tout le monde devait tout à Télésphore. Parce qu'il était habile de ses mains, puis il était capable de tout faire. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il était justement si riche, parce qu'il était capable de tout faire. Puis, il y avait des assurances sur les enfants? Ouais, c'est ça, dans le fond. Quand on signe un contrat de mariage dans le temps, quand l'un des deux meurt ou tout ça, c'est l'autre qui récupère. Comme on ne sait pas si elle a tué Napoléon pour récupérer l'argent de Napoléon. Oui, parce à ce qui paraît, il y aurait eu une pneumonie, right? Ben là, dans le film, c'est une pneumonie double. Mais je sais pas, là, quelque chose de poumon. Quelque chose au poumon. Ouais. Mais c'est ça, puis on ne sait pas s'il a tué Napoléon après ça. Ben, y a-t-il eu une autopsie sur Napoléon? Napoléon non plus. Parce que oui, c'était surtout, je pense, pour l'argent. L'avantage pécunier, ça, là-dessus, je vais le donner à Luc Dion sur le film de 2005. Je crois fortement à cette théorie que c'était vraiment pour l'argent. Parce qu'à ce qui paraît, quand elle est arrivée à Forteville, c'était une parfumée comme. Mais je pense que ça, autant que ça peut être un stéréotype, je pense que c'était vrai. Mais clairement, cette femme-là n'allait pas bien, peu importe. On parle d'une méningite durant la jeunesse, mais c'est pas prouvé. Ça fait partie des oui-dire dans le procès, mais on n'a pas eu. Moi, j'avais jamais entendu ça. On n'a pas eu l'occasion d'avoir le médecin de famille de Marianne Hood à l'époque au procès pour
est-ce que c'est une vraie méningite qu'elle a eue ou c'est juste un petit mal de tête? Puis, un petit mal de tête qui aurait changé son comportement. Là, écoute, c'est ça. Fait que... Pour vrai, en ce qui concerne la maltraitance des enfants et ceux qui meurent, sincèrement, je ne comprends toujours pas pourquoi on va accuser les parents, mettons, de homicide involontaire alors qu'on sait très bien que justement, comme je l'ai mentionné tantôt, quand l'enfant décède des coups de ses parents ou whatever, de sa famille d'accueil, ben c'est un homicide volontaire parce que tu sais très bien qu'en frappant l'enfant, il va finir par mourir. Et sincèrement, moi, tout le monde dit que c'était facile à l'autopsie de voir à l'autopsie d'Aurore que ses blessures étaient symétriques, ses bleus c'était trop droit, c'était pas une erreur, c'était pas... Non, c'était pas genre le coup de... oups, que je t'ai accroché, non, c'est ça, c'était voulu. Le manche de hache, là, c'était le soir, puis ça, c'est une autre affaire que j'ai entendue au centième, c'est qu'il était tellement grand et costaud, Télésphore, qu'Aurore, elle revolait quasiment durant ses coups de hache, là. Ses coups de manche de hache, là, elle revolait dans le grenier, là. Puis c'est pas pour rien qu'on parle d'aujourd'hui qu'il y aurait des petites traces brunes dans le grenier. Séchées de sang, parce que... Je pense pas que ça a été nettoyé, tout ça, là. Je pense qu'il reste encore des preuves de son passage, là, sur le bois. Il y aurait, selon toute vraisemblance, encore là, peut-être une légende urbaine ou un mythe, on pourra pas le il y aurait probablement un clou avec un morceau de la robe, de la jaquette d'Aurore qui aurait été comme semi-déchirée. Qui restait quand ils ont voulu peut-être la transporter, il y a un morceau qui est parti, là. Ceux qui sont dans le milieu paranormal comme moi, il y aurait vraisemblablement genre un esprit qui tourne autour du grenier. Mais on peut pas le confirmer à 100%. Il faut vraiment avoir le don pour le voir. En effet. Sinon, on voit absolument rien. Là. C'est juste un petit grenier vieux avec la vieille fenêtre, avec les vieux rideaux. Mais c'est vraiment, vous pouvez aller visiter le village de Fortiville, c'est avec le cimetière de son interprétation. C'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, on voit ma face 3 fois dans le centre si vous êtes intéressés. Je suis considérée comme une expert là-bas. Vous pouvez même aller regarder sur Internet, on voit mes articles de journaux. Ses articles de journaux avec sa face dessus. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'ai fait les journaux pour ça. Mais c'est effectivement... c'est une très belle affaire, en fait, parce que ça fait que Aurore, c'est un personnage historique du Québec. Puis en même temps, son histoire, elle va perdurer des générations encore et encore. Personne ne va l'oublier jamais. En parlant, en continuant de parler de son histoire et de sensibiliser aussi les gens. Autant la famille, autant que les voisins, l'entourage, la société, qu'un enfant. Je pense pas que tu aies envie que ton voisin finisse comme Aurore. C'est triste, mais je vous invite vraiment à aller visiter justement le cimetière à Shawinigan pour aller voir la pierre tombale de Marie-Jeanne Gagnon, d'aller à Sorel-Tracy pour voir la pierre tombale de Georges-Étienne. D'aller à Fortiville parce que maintenant, avec le centième de décès, ils ont fait une campagne de financement pour mettre une pierre tombale à Marianne Caron, aussi qui est dans la même fosse commune avec Aurore. Donc, même si elle n'est pas localisée, au moins elle a sa pierre tombale. Donc, aller déposer des fleurs dans les différents endroits au Québec où les différents gagnons sont enterrés. En même temps, ça vous fait voyager. vous allez voir plusieurs pays. Puis peut-être qu'un jour, l'asile de Québec qui est rendu Robert Gifford, le jour où elle fermera ses portes, puis que vous pourrez aller en Urbex, vous vous direz que c'est là que Marianne Caron a vécu sa tuberculose. Puis... Donc, sur ce, la vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez appris davantage sur l'histoire d'Aurore, sur la vérité versus ce que la population, les documentaires ressortent. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end. Et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez soin de ceux qui vous entourent et de vos enfants. Bye! The lights go out, the dark comes in, the sound can hear the chase begin.